Dans cet épisode des 3 cafés roulants, Welcome to America. Que feraient les 3 cafés roulants sans route? C'est le blizzard, on est sous la neige. On est vraiment sur un caillou au bord du précipice, prêt à mourir. Oh, wow. Xavier a oublié la banane qui contenait pas seulement son passeport mais aussi mon passeport. What happens in Vegas is going on my YouTube channel. On va mourir. Mais on va mourir. Il fait -2 je pense à peu près. Qu'est-ce qu'on fout là quoi? C'est un peu ému en vrai. Et malédiction Los Angeles. Il nous arrive que des trucs bizarres depuis qu'on est arrivé. Los Angeles, c'est vraiment une ville de surprise. On a marché dans du pétrole, ça c'est des Américains. Un petit fait là qui plombe le moral des troupes. C'est pas une couleur d'une nourriture ça non? C'est ça qui rend les vlogs de Xavier Del Fuego un peu uniques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans notre road trip américain. Je vous présente Clément, parce qu'on est toujours accompagné de gens géniaux, Clément JML sur Instagram et Romain MVL sur Instagram. On est où? On est sur la route 66, route mythique, historique des États-Unis. C'est parti pour les aventures des 3 cafés roulants. Welcome to America, let's go, vous emmène avec nous. Ah merde, j'ai même pas dit Let's go par où? Let's go dans quel sens? On commence notre road trip sur la route 66 et on s'est arrêté au Roy's Motel Café. Enfin, il reste plus que le café parce que le motel visiblement est à l'abandon. Vous pouvez rentrer dedans si pour les fans d'Urbex. Mais en tout cas, c'est un café mythique de la route 66. Donc, le but évidemment là, c'est de rouler. Nous roulons aujourd'hui jusqu'à Williams pour découvrir le Grand Canyon. Peut-être, on espère, coucher de soleil ce soir sur le Grand Canyon. On est un peu au milieu du désert là, il n'y a absolument rien. Ça fait à peu près 2 heures que c'est comme ça. Mais écoutez, c'est le principe du road trip, on fait de la route et là on traverse les grands espaces. C'est très grand et il y a de l'espace, donc ça porte bien son nom. Et en même temps, que feraient les 3 cafés roulants sans route finalement? Les 3 cafés roulants, ils aimeraient bien aussi un café. Parce que les Là, les 3 trois cafés roulants sont aussi gourmands. Direction directe pour le Grand Canyon, Mayhurst Point, un des view points de Sunset. On tient beaucoup à ce sunset sur le Grand Canyon et je sais que tout va bien se passer. Je le sais parce que chez Panda Express, j'ai mangé un fortune cookie dans lequel il n'y avait pas de fortune. D'après internet, ça signifie que je peux écrire mon propre destin et j'ai décidé que mon destin c'était de voir ce foutu coucher de soleil sur le Grand Canyon après cette journée de voiture, donc nous allons y arriver. A few moments later. Il neige. Et c'est hilarant. C'est pas du drôle. C'est la tempête de neige. C'est la tempête, c'est le blizzard. Il y a 1 minute dans le vlog, mais il y a 3 heures pour nous. Nous sommes en route pour le Grand Canyon et son coucher de soleil. À la base, j'étais parti pour aller regarder le sunset depuis le Grand Canyon. Scène que j'ai pas mal imaginée dans ma tête et je nous voyais tous les 3 et aucun de nous ne portait des manches longues. On est sous la neige. Bienvenue à Williams. Elle est également appelée la porte du Grand Canyon parce que c'est ici que démarre la route qui longe le Grand Canyon. Elle aurait inspiré le film Cars. Alors pourquoi Williams aurait été l'inspiration pour le film Cars? C'est surtout la métaphore des campagnes et des villes secondaires abandonnées à cause de la construction des autoroutes, ce qui est un drame pour l'économie locale. C'est le cas de Radiator Springs, la ville où se passe Cars et la ville pour laquelle Williams aurait inspiré complètement le décor, rempli de motels, de restaurants, de ce que les époques des années glorieuses de la route 66 ont connu de meilleur. Cette ville a également le Grand Canyon Railway, qui est la ligne de chemin de fer historique du Grand Canyon, qui a inspiré ce Polar Express également. Et je peux vous dire, Merry Christmas à vous tous. Mais enfin, nous ne sommes qu'en avril. Eh ben oui, mais il neige au Grand Canyon. J'ai vraiment l'impression d'être dans un téléfilm de Noël et pas dans une vraie ville. Si j'avais su un jour que je reviendrais à Williams, la ville où j'ai grandi. À Los Angeles, j'ai tout laissé. Ma carrière, mon ex-millionnaire et mes projets d'ouvrir une clinique de Botox pour enfants. Ma mère m'a appelé et m'ont dit: Clément, ils vont fermer le célèbre country bar de Williams, Arizona. Il n'y a qu'une personne qui sait comment faire pour le garder ouvert, et c'est toi. Mon projet est simple. Ouvrir une revue cabaret burlesque. Putain, il y a de l'eau partout. Ouvrir une revue cabaret burlesque. Parce que ce qu'a besoin William pour survivre, c'est de l'art et du spectacle. Et les deux, ça m'y connaît. Un Noël à Williams. Votre téléfilm, bientôt sur Netflix.
Ça tourne là? Ah oui. Ok, c'est le jour 2. Nous sommes tous levés comme ça à 3h du matin. Donc on s'est dit, on va aller voir le lever de soleil au Grand Canyon vu que nous avons raté le coucher. On est sur un état d'esprit neigeux et très froid ce matin. Mais heureusement, on a un mode neige sur la voiture. Et je suis hyper content de l'utiliser. Je sais pas quoi ça sert un mode neige sur la voiture, genre quoi, il y a quelqu'un qui dit aux pneus faites attention, ça va glisser, ça n'a aucun sens. Puis anniversaire à Clément qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Happy birthday Clément! Je fête mes 27. En fait vraiment la route ça fait quoi 50 minutes qu'on est sur du tout droit. C'est-à-dire qu'au bout de cette grande route droite, il y a un trou de 1,3 km de profondeur. Et ça me fascine. Mais pardon. Incroyable. Vous saviez que Grand Canyon, ça veut pas dire Grand Canyon. Ça veut dire quoi déjà? Immense, superbe. Superbe. Bah, c'est deux adjectifs que je choisirais. Nous voilà arrivés au Grand Canyon, qui est grand et qui est un canyon, creusé par le fleuve Colorado. C'est un des plus grands canyons du monde, mais pas le plus grand. Il fait 1300 mètres de profondeur et il peut en largeur aller jusqu'à 30 000 mètres. Donc c'est quand même un sacré trou. Et il fait très froid. Nous longeons la South Rim, c'est la route du sud qui est accessible depuis Williams. La North Rim est fermée de novembre à avril, donc elle est encore fermée aujourd'hui. Donc quand vous venez en avril, il va falloir faire la South Rim où vous avez plein de points de vue. Donc vous longez la route, vous vous arrêtez au point de vue et c'est juste trop beau. Vous aussi vous enfoncez dans les forêts qui longent le chemin, il y a certaines petites randos et là nous essayons de rejoindre le Yaqui Point, qui nous offre un autre point de vue apparemment plus à 360 sur le Grand Canyon. Cette beauté de la nature qui a 2 milliards d'années, qui se fait sentir Clément toute jeunette. Si jeune comparé au grand tout. C'est un peu magnifique, parce qu'on a même la rivière au fond. Incroyable, vous avez une vue à quasiment 360 sur tout le Grand Canyon. Je pense que c'est un des plus beaux points, vraiment. Ouais, pour le coup, ouais. C'est hyper impressionnant. Ça vaut le coup de pas être à l'aise, parce que je ne suis pas du tout. Parce qu'en effet, il n'y a plus de barrière, donc les gens qui ont un peu le vertige, préparez-vous mentalement. On est vraiment sur un caillou au bord du précipice, prêt à mourir, quoi. Que tous les paysages ils arrivent par surprise. Parce qu'en vrai là il y a 30 secondes quand on est sur la route on voyait rien de ça. Et là tu fais 3 pas et pouf, un canyon qui est grand. C'est magnifique. Bienvenue à la Desert View Watchtower, le point le plus à l'est du Grand Canyon qui nous offre un point de vue assez remarquable et un corbeau magnifique sur le Colorado. Vraiment on l'a pas aussi bien vu depuis. Non, c'est la première fois qu'on le voit aussi bien. Et c'est le point le plus à l'est, pourquoi? Parce que nous terminons le Grand Canyon avec ce point de vue, nous allons à l'est dans la réserve Navarro. Voilà, bah écoutez, Grand Canyon 10 sur 10, c'est incroyable. Et voilà, nous sommes arrivés dans la réserve Navarro. On a complètement changé de décor, c'est tout rouge en un coup. On est chez Yummy Shack, Highway 89 à Cameron en Arizona. Ça frit derrière. Pourquoi? Parce que nous avons pris un burger au fry bread qui est une spécialité des autochtones d'Amérique. On est très contents et on est vraiment au bord de la route. Et avant tout, c'était sortir de sa zone de confort, de voyager avec des amis. Moi, je ne me serais peut-être pas arrêté sur cette petite cabane au bord de la route où le frigo est fait de glaciers. Mais finalement, ça a l'air super. C'est quand même un burger dans un pain frit. Je vois pas comment ça peut être mauvais. Ah ouais, ça coûte incroyable. Le pain est vraiment incroyable. Et voilà, 2 heures de route plus tard, nous voilà en Utah et à presque Monument Valley. Se trouve dans la réserve des Navajo, Navarro. À prendre en compte dans votre planning, vous perdez 1 heure une fois que vous rentrez dans la réserve. Donc ne perdez pas trop de temps au Grand Canyon si vous faites les 2 dans la journée comme nous. Émotion. Pas mentir, parce que j'étais tout seul au fond, donc personne n'a vu. Petite Larmos. Petite Larmos. Ah ouais, Petite Larmos, ouais. Petite Larmos. Bienvenue dans l'iconique Monument Valley. Comptez $8 pour rentrer dans la réserve Navarro avec votre véhicule. À chaque entrée, cette somme vous sera demandée. Nous avons décidé pour notre part de parcourir la Valley Drive, un chemin de 27 km en 2-3 heures, préférablement avec un 4x4 ou un SUV. Le principe ici s'apparente à un safari de formation rocheuse. Vous naviguez de point de vue en point de vue avec par exemple John Fort's Point,
On est à John Ford's Point, je l'ai bien dit, John Ford's Point. C'est un point célèbre de John Ford, le célèbre réalisateur de western, qui est le premier à avoir tourné des films à Monument Valley, des westerns à Monument Valley. Et le plan mythique, c'est depuis ce point de vue, avec derrière toutes les formations rocheuses, c'est la carte postale parfaite. Suivez-moi. Et Navarro Code Talker Outpost. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée US a recruté des Navarros pour transmettre des codes, parce que la langue Navarro était totalement indéchiffrable pour les nazis. Et c'est l'un des rares codes utilisés qui n'a jamais été déchiffré à aucun moment par l'ennemi. Les 29 premiers militaires envoyés en Normandie qui étaient les premiers arrivés en France. Et voilà, c'est fini pour Monument Valley, c'était Monumental. C'était incroyable. Et là, nous nous en allons pour dormir juste après la réserve Navarro, dans un lieu chargé d'histoire, puisqu'il s'agit de la chambre à Johnny. Et je vais laisser la parole à ma collègue Ophélie Meunier, qui pour Zone Interdite avait suivi 2 Français qui s'étaient rendus dans cette chambre mythique. Ce soir, la famille a rendez-vous avec un autre monument, bien français cette fois. Au beau milieu du désert, le Hat Rock Inn, un motel à première vue comme les autres, mais qui cache un secret bien connu des fans de Johnny. C'est ici que le rocker français avait l'habitude de séjourner lors de ses road trips américains. Je suis trop ému. Il y a une plaque devant la porte, c'est la chambre à Johnny quoi. Mais genre la vraie de vraie, là où il a dormi pour de vrai. Je me sens hyper connecté avec mon bro. C'était intéressant. Encore sous le coup de l'émotion, la groupie a même du mal à ouvrir la porte. Okay. Je pense que c'était l'émotion. Oh waouh. C'est pas il a dormi ici, c'est il dormait souvent ici. C'est trop sympa. 230 € pour cette nuit dans le lit de la star. C'est vous. Faut que je fasse une photo de la chambre. Merci Johnny. Merci pour tout. Mais merci surtout pour les tubes et les souvenirs. Et puis merci pour tes bons coups en hôtellerie, parce que franchement, c'est le truc le plus sympa dans lequel on a dormi depuis qu'on est arrivé. Je ressens l'énergie de Johnny. Hein. C'est sûr qu'il était là. Bah là, c'était la vue à Johnny. Les vacances commencent bien. La chambre était très confortable, on a très bien dormi. C'est la meilleure nuit que j'ai fait depuis qu'on est arrivé. Est-ce qu'on a un converti de Johnny ici? Franchement, ouais, je crois un peu. Je crois que son énergie est un peu parvenue à moi dans la nuit et j'ai super bien dormi. Merci Johnny. Et n'oubliez jamais, retenez la nuit. Là, on a encore traversé un truc tout droit pour tomber sur un trou. Oh waouh! Gooseneck State Reserve donne un point de vue magnifique sur les méandres de la San Juan River, qui est une rivière qui se jette dans le lac Powell que nous verrons tout à l'heure. C'est assez exceptionnel parce que c'est un des méandres les plus resserrés du monde, 10 km de rivière sur 2,5 km de large, donc de là à de là. Donc vous avez vraiment une vue sur cette petite rivière qui fait son petit bonhomme de chemin entre les cailloux finalement. C'est magnifique. Dans les vlogs et tout qu'on a regardé, on a vu personne venir. C'est ça qui rend les vlogs de Xavier Del Fuego un peu uniques. Et ça, c'est la valeur ajoutée Xavier Del Fuego. Avec Xavier Del Fuego, c'est du fun, mais aussi et surtout des découvertes. Moi je le trouve super ce petit Mexican Hat, regarde comment il est choupi. On dirait presque un peu le rocher qui contourne dans Radiator Springs quand il s'entraîne, Flash McQueen. On va voir le Mexican Hat, je crois que c'est mon caillou préféré qu'on a vu depuis le début. Et Dieu sait qu'on a vu des cailloux. Mais il est trop mignon. Et quand vous revenez de Mexican Hat, vous avez une route toute droite avec au bout la vue sur Monument Valley qu'on a vu hier. C'est absolument incroyable. Et pour le trouver sur Google, il vous suffit de taper Forrest Gump Point, parce que oui, c'est ici qu'a été tournée la scène dans Forrest Gump où il court et il décide soudainement, ici, de s'arrêter de courir. Et on peut comprendre pourquoi, puisque c'est vraiment sublime. Vous n'avez pas envie de courir ici, vous avez envie de rester et de regarder cette immensité qui est devant vous, quoi. C'est juste sublime. C'est magnifique. Retour désormais vers l'ouest pour rejoindre la Glen Canyon National Recreation Area. 2 heures de route depuis Forrest Gump Point pour arriver dans la ville de Page où se trouve le Glen Canyon Dam. Dam, ça veut dire barrage en anglais.
Mais je vais laisser Romain nous en dire un peu plus sur ce barrage. T'en penses quoi, Romain? Moi, je dirais que c'est le plus haut barrage des États-Unis. Bah figure-toi que c'est le 4e barrage le plus haut des États-Unis. Mais non, ça veut dire que les 3 autres sont vraiment très très hauts. Ah oui, c'est impressionnant. Surtout que grâce à lui, une retenue d'eau s'est formée. Et s'est formé le Lake Powell, qui est le 2e plus gros lac des États-Unis. Mais c'est Artificiel. Il aura fallu 17 ans à la réserve d'eau pour se former artificiellement. Pourquoi ils l'ont construit? Ah, pour retenir le débit du Colorado. Et éviter les crues successives. J'ai toujours su qu'on devait se méfier des crues. Je préfère les cuites. Le Lake Powell, 2e plus grand lac artificiel des États-Unis. Le fleuve du Colorado arrive ici. Ils ont créé ce lac artificiel avec le barrage du Glen Canyon qui est là-bas plus loin et qui donne de l'électricité à plus de 5 millions de personnes tout de même dans la région. Mais malgré tout, il y a des points négatifs à ce petit barrage, notamment la concentration d'eau qui rend l'assèchement de la rivière plus rapide. Et donc on voit ici le blanc, c'est là où l'eau était avant. Mais ce lac artificiel permet aussi d'avoir de belles plages, notamment la plage Lone Rock qui tient son nom de cette roche esselée sur la rive. Et donc nous sommes toujours dans l'Utah, mais Page est dans l'Arizona. Et alors si vous galérez comme moi avec les heures d'été et les heures d'hiver, bah ici c'est quotidien parce qu'il y a 1 heure de décalage entre les 2 états. Et donc quand vous êtes à Page, il est là maintenant 17h et ici il est 18h. Du coup c'est de la stratégie, c'est du calcul mental tous les jours. Quel est le calcul mental du jour? Le coucher de soleil est à 19h à Horseshoe Bend. Horseshoe Qui est en Bend est Arizona. en Arizona, après Page. Alors là on est en Utah. Ici le coucher de soleil sera à 20h. Donc il faut que quand il est 19h ici, si on est encore au lac, on parte là-bas pour qu'il soit à peu près 18h, pour qu'on aille se caler à Horseshoe Bend. Mais ça vaudra également pour demain à Antelope, puisque notre réveil sera à quelle heure? Non, En fait ça va rien changer. Parce qu'histoire de simplifier la chose, pour tous les touristos que nous sommes, les personnes qui animent les tours à Antelope, Antelope étant en Utah, dans le parc, ils se sont mis à l'heure de Page en Arizona pour pouvoir faciliter le quotidien. Ce qui ne facilite pas du tout le mien, car Xavier et Clément n'ont toujours pas compris. À partir de maintenant, tu seras le maître du temps. et pour rentrer dans le Glen Canyon National Recreation Area, nous avons acheté America the Beautiful, le pass annuel qui vous donne accès à tous les parcs nationaux des États-Unis et c'est 80$ pour une seule voiture, donc très honnête. Nous l'avons acheté que maintenant parce que pour une raison obscure, le Grand Canyon était gratuit le jour où on est allé et parce que dans la réserve Navarro, le pass ne fonctionne pas, donc vous devez payer à chaque fois que vous faites des petites excursions dans la réserve Navarro. Mais en tout cas, pour tous les parcs nationaux que nous allons faire dans la suite de cette vidéo, America the Beautiful Annual Pass. Bienvenue à Horseshoe Bend, un des lieux les plus touristiques des États-Unis, on le voit. On voit pas l'eau parce que la lumière. Donc Ouais, parce que ça, je fais à comme choisir entre le coucher et le lever du soleil, je pense qu'il faut se lever tôt. Une fois le soleil couché, c'est quand même joli. Beaucoup de moucherons. C'est super. C'est magnifique. Et pour finir cette longue journée riche en émotions, nous avons décidé de vivre une autre émotion, l'émotion du sport et de la compétition. Nous sommes dans un bowling. Nous sommes dans le fin fond de l'Amérique et c'est très agréable. C'est typique, comme on dit. C'est typique. Et demain, debout aux aurores pour aller voir Antelope Canyon. Bienvenue à Antelope Canyon, l'un des canyons les plus photographiés au monde, creusé par des millions d'années d'érosion. Situé près de Page, en Arizona, ce joyau de désert se visite uniquement avec un guide Navarro. La réservation est donc obligatoire. Nous sommes passés par Dixie's Antelope Tour, comptez environ $70 par personne. Les GoPro et les perches sont strictement interdites pour protéger l'expérience et la sécurité des visiteurs, d'où mon manque d'image pour cette partie de vidéo. Comptez environ 1 heure à 1h30 pour la visite. Le Upper Canyon est plus large, donc plus familial et est célèbre pour ses rayons de lumière, tandis que le Lower Canyon, celui que nous avons fait, est plus étroit, plus sportif et offre des escaliers spectaculaires. Fun fact, Antelope Canyon tient son nom des antilopes qui venaient s'y abriter du soleil. Après cette découverte, direction Zion National Park à environ 2 heures de route de Page.
Bienvenue au parc national de Zion, 4 millions de visiteurs, un des parcs nationaux les plus populaires des États-Unis. Vous êtes au pied du gros monument rocheux. Venez tôt parce qu'il y a un parking mais il est plein après 9h, vous ne trouverez pas de place, ce qui est notre cas. Nous avons payé 40 $ pour nous garer proche de l'entrée du parc. Nous commençons par la randonnée Riverside qui longe la Virgin River, qui est une des randonnées les plus populaires du parc. C'est magnifique. Et tout au bout de Riverside, vous avez The Narrows. Il faut être équipé pour aller dans l'eau. L'eau peut monter jusqu'aux hanches et même plus haut. Et il faut un permis pour le faire, donc si vous voulez le faire, renseignez-vous. Je trouve que malgré le monde, c'est quand même assez paisible. On n'a pas l'impression de se marcher les uns sur les autres, ce qui n'était pas forcément le ressenti qu'on avait en attendant le bus en bas. Parce que pour voyager dans tout le parc, vous avez ces shuttle bus. Entre les randos, vous prenez le bus. C'est assez facile. Et rendez-vous compte, ces bus permettent de remplacer 47 voitures. Angel's Landing, un des plus hauts points de Zion, 1700 mètres, que vous pouvez gravir. Mais attention si vous avez le vertige. Mais c'est une possibilité aussi de randonner. Il faut un permis. On va faire une randonnée pour aller voir des Emerald Pools, les piscines d'émeraude. C'est notre deuxième petite promenade à Zion. Upper Pool. Je crois qu'on est dans une poule un peu asséchée. Et surtout, on dirait qu'il y avait une waterfall là. Je tiens à dire qu'on nous a roulé dans la farine tout le long. Et le routard qui nous a dit que c'était une petite marche facile. Et leur histoire de miles, moi j'y crois pas. Si j'imagine une chaleur d'été, plus il y a encore plus de monde. Mais c'est parti, on va aller voir la Lower Pool. Pull up! Tout d'un coup, il pleut sur les Lower Pools qui sont beaucoup plus impressionnantes et jolies. Vous longez la falaise et les waterfalls. Qu'en pensez-vous? C'est trop beau. Ça fait du bien en plus cette petite humidité et tout là, on est bien. Nous sommes levés à 5h pour profiter du lever de soleil sur Bryce. C'est notre deuxième journée dans la région. Nous faisons une journée à Zion, une journée à Bryce. Nous sommes venus au Sunrise Point qui porte très bien son nom puisque c'est un point pour le lever de soleil. C'est magnifique. C'est un canyon, hein. C'est la thématique de notre voyage. C'est un nouveau type de roche. C'est nouveau, c'est plus orangé. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter votre type de roche préféré. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et après le Sunrise Point, nous descendons le Queen's Trail qui vous permet de vous balader dans les cheminées. L'érosion de ces dépôts a créé au fil des années des hoodoos et d'autres merveilles géologiques. Les cheminées s'appellent des hoodoos. Ah, c'est aussi appelé une cheminée de fées. Je garderai le mot cheminée de fées ainsi que hoodoo. Via le Queen's Trail, nous avons rejoint Navarro Loop Trail qui nous font remonter au Sunset Point. En revanche, ça monte et n'oubliez pas que Bryce est entre 2000 et 2700 mètres. Pas en haute altitude, mais on est quand même dans une altitude assez élevée, donc... Quand on vient du plat pays, ça fait le souffle coupé. Ouais. Ma roche préférée, c'est le hoodoo, c'est officiel. La différence avec Zion, c'est qu'ici, vous pouvez venir avec votre voiture et sillonner tout le parc, donc ça c'est assez cool. Et là on est tout au bout de la route du parc à Bryce Point qui vous offre une vue à 360 sur les hoodoos. C'est quoi Romain? Magnifique. Pourquoi toute cette eau se retrouve là, Clément? Parce que les premiers Mormons qui sont arrivés dans la région ont décidé de creuser une déviation pour amener l'eau dans la vallée à la pelle. Et ça leur a pris 3 ans. Ça fait une sacrée belle cascade, hein. Franchement ils ont bien réussi leur coup, bravo les Mormons. Et voilà, changement de décor. On est à Vegas. Il vient juste d'arriver qu'on a déjà vu Elvis quoi. Demain matin, c'est moi avec ce petit voile sur la tête. On se laisse porter par la folie de Vegas, c'est parti. Allez c'est parti. Je propose qu'on boive. Ok. J'ai pas de mots là.
Alors si vous trouvez Romain un peu perplexe, calme au début de la vidéo, Clément a une théorie. Il faut à Romain 1 heure avant qu'il redevienne la personne qu'il était lors de ses vacances ado à Salou. 1 heure. C'est vrai que c'est un peu la DA. Dans 1 heure, il porte l'un de ses t-shirts, celui avec écrit Big Dick is back in town. Auprès de toute ma commu, sachez que je reste de gauche, mais j'ai peur du capitalisme que je peux devenir à Las Vegas, où je peux vraiment m'émerveiller devant le fait que le plafond c'est un écran. Alors ça a beau être l'épisode 2 pour vous, nous c'est en transition. Moi j'aimais bien les parcs, mais ça a l'air super. Il y a un cow-boy à poil en face de nous. Nous commençons dans le downtown Las Vegas parce que nous aimons l'authentique, le vrai. Donc avant de commencer par le strip, nous sommes venus dans le vieux Vegas qui est rené de ses cendres ces dernières années grâce à la Fremont Street Experience. Fremont étant la rue historique de Las Vegas. Ils ont une vraie petite renaissance en créant plein de choses, notamment un plafond écran, une zipline qui traverse plein de choses plus incroyables les unes que les autres à manger. Enfin voilà, la folie des grandeurs de Las Vegas, mais old school. Le premier casino de Clément et Roro à Vegas. J'ai envie de jouer à toutes les machines. Vous sentez cette douce odeur? Des cigarettes. Parce que oui, vous pouvez fumer dans tous les casinos de Las Vegas. Sachez également que jouer vous donne le droit de boire et c'est compris dans l'argent que vous dépensez dans les jeux. Donc il y a des serveuses qui passent entre les machines pour faire des petits cocktails quoi. Et nous compensons par de Golden Nugget, qui est un des plus vieux casinos de Las Vegas, 1946 quand même, qui ne s'est pas laissé démonter par les années parce qu'ils ont entrepris pas mal de rénovations. Il s'appelle Golden Nugget parce qu'on vient d'y voir la plus grosse pépite d'or du monde. Découverte par un Australien, 3 millions de dollars estimés. Et il a trouvé ça avec un détecteur à métaux dans son jardin, derrière sa caravane. Comme quoi, ne jugez jamais les vieilles personnes qui font des détecteurs de métaux sur les plages. Là, vous vous dites comment ça se fait qu'il soit déjà 15h20 et qu'il n'ait toujours pas commencé à explorer Las Vegas alors qu'ils n'ont qu'une seule journée ici? Eh bien parce que Xavier a oublié la banane qui contenait pas seulement son passeport mais aussi mon passeport au putain de In-N-Out. Mais grâce à l'aide précieuse de Serena du service après-vente In-N-Out, nous savons que la banane était localisée et est en possession du manager. Maintenant, le suspense reste entier sur est-ce que nos cartes de crédit et nos passeports sont toujours dans la banane. Mais Xav, par pitié, achète-toi une tête. C'est quoi d'avoir Céline à Vegas? Franchement, ça preuve que ça m'émeut vraiment. C'est la ville de Céline, un peu quoi. plus conquis là. Vous avez dit 30 secondes il lui faut avant de devenir un vrai mec de Vegas. Parisien, je tiens à dire que c'est quand même plutôt drôle. Après, ils n'ont pas représenté la meilleure partie de Paris, c'est-à-dire l'hypercentre, là où j'habite. Mais c'est vraiment chouette. Cette tour Eiffel fait la moitié de la taille de la tour Eiffel en France. C'est grâce à l'impulsion de Lynn Renault que nous avons cette tour Eiffel et le quartier Paris. Là, c'est clairement un bâtiment haussmannien avec ses traditionnels 74 étages. Comme Haussmann l'avait décidé. Au In-N-Out, on a croisé une vraie showgirl de Vegas qui nous a montré les photos de sa jeunesse où elle était showgirl et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai décidé de tout plaquer, revêtir mes plumes et performer ici. C'est bon, je m'installe, c'est décidé. Et nous voilà désormais à New York. On voyage, hein. On voyage rapidement. Et Romain devient de plus en plus végasien. Non, c'est pas mal là, la partie nouvelle de Vegas. Je m'apprête à aller faire avec Xavier un grand 8 qui survole New York ainsi que Las Vegas. Pour la modique somme de 25 $ par personne, vous pouvez faire un roller coaster en effet, qui crée des sensations assez sympas, mais surtout qui vous permet d'avoir une belle vue sur le strip tout au début de l'attraction. Et puis ça lance les hostilités quoi, let's go, là c'est Vegas, on y va, c'est parti. Roro ne le fait pas avec nous malheureusement, mais... Moi je daronne à la trentaine, maintenant on est précautionneux. Hein. Moi je suis dans la trentaine et je suis pas précautionneux, je vais rien voir. Je pense que je vais pas apprécier, mais j'y vais.
que pour rappel, C'est-à-dire qu'on monte et moi il me dit dans la montée, mais ça monte autant, je sais pas. Oui. c'est Tu hyper. m'as jamais dit ça, je me suis évanoui à part Astérix, je savais pas. Parce que j'ai le vertige, donc moi, les manèges, si c'est pas haut, ça va, mais quand ça monte hyper haut, je me sens mal. Le truc, c'est à des milliers de kilomètres au-dessus de la terre. C'est horrible. Et ça fait que de descendre et remonter et redescendre dans le vide. J'ai dit que c'était l'heure de l'apéro. Bah, à la vôtre. Qu'est-ce que tu bois? Une petite margarita. Pas piquer des hannetons dans un verre, ça me coûte discret. Et ça, 37 $. Voilà. Je pense qu'on a racheté des shots dedans. Le mec, on n'a rien compris. On est vraiment des touristes de base. On a dit oui. Et il avait des gros bras, il était en débardeur. Il nous a proposé des shots. J'ai dit oui. Drink, drink, drink. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sauf à Vegas. Et nous voilà donc en Italie, à Venise, de Venetian, ce qui en italien signifie le Vénitien. Ils ont refait la place Tamar, mais en carton-pâte à Las Vegas. C'est très beau, très réaliste. On s'y croirait presque. Buongiorno, comme on dit par ici. Alors je vous cache pas qu'à Vegas, tous les casinos se ressemblent un peu quand vous êtes dans les machines à sous. Mais c'est vrai qu'ils ont tous leurs petites pattes un peu. Hein. Ah, celle-là, elle est particulièrement pépite quand même. Entre ça et César, c'est un voyage. Voilà, le thème de Ah oui, c'est l'Italie, vrai. quoi. C'est Bah vrai. oui. Et voilà, C'est vrai que ça devant vos ravisse. yeux, Venise. J'ai peu peur. Oh si. Si on s'y prend. C'est l'odeur du chlore qui fait tout. Romain, comme je sais que tu as toujours été très fan de pâtes au pesto, c'est sur ce pont à Venise que je me dis que ça passe. Je dis oui au moins. Oui. Ça n'a aucun sens, c'est lunaire. Le ciel est incroyable. Hein. Pourquoi profiter d'un vrai coucher de soleil quand on a ça? Et voilà, la nuit tombe tout doucement à Vegas. Des belles couleurs. C'est beau hein, de nuit. Hein. Ça va être très très beau de nuit. On va manger un petit bout, se préparer pour cette folle nuit et puis on vous emmène avec nous parce que What Happens in Vegas is going on my YouTube channel. Do you think César actually live here? Vous vous demandez peut-être pourquoi les tasses au palace? Parce que nous sommes 3 tasses et nous sommes au palace de César. Waouh! C'est grand? Je m'identifie plus en tant que Romain et ça me touche d'être chez César. Qu'est-ce que ça prête à faire? Voir le spectacle de Magic Mike. On va voir des messieurs tout nus. C'est déjà conquis moi, mais c'est surtout Clément. Franchement, c'était super. Est-ce que j'y retournerai et que je repayerai cet argent pour voir ça? Jamais de la vie. Mais c'était génial, j'ai passé un super moment. Ils étaient tous très très beaux et ils lançaient très très bien. Et surtout le public faisait vraiment le show. Donc c'était vraiment un bon moment. J'ai cru que j'allais crever. C'était vraiment génial. Ouais, c'est vraiment bon enfant. Maintenant, on va aller dépenser encore plus d'argent dans le machine à Bien sous. joué, c'est parti. C'est parti. C'est Vegas! Ça va loin. Moi, tu vois, je pensais que César, il savait un peu mieux recevoir quand même. Ouais, j'avoue, les cafés payants dans la chambre, l'eau payante dans la chambre, pas de thé noir dans la chambre. C'est parce que c'est parce qu'on est des Gaulois. Nous allons à la piscine, soirée somme toute assez calme. Nous avons quand même joué aux machines à sous et gagné. Il n'y a pas de vidéo pour eux. J'aime pas Vegas. Et il y a la queue à la piscine parce que nous avons fait l'heure d'ouverture. Je sais que c'est le voyage de mes 30 ans, mais pas celui de mes 60. Là, on est en train de faire la queue à la piscine avec les IF. Ne croyez jamais les apparences. J'ai l'air comme un poisson dans l'eau, mais je me pèle le cul. Non, c'est vraiment super par contre. Il fait très froid et il y a du vent. C'est froid, j'adore. Ça valait amplement de venir si tôt. C'est super, c'est génial. Je suis fan, j'adore. Ce qui est impressionnant, c'est que où que vous regardiez, il y a une piscine. Il y a quoi? 4, 5 piscines? Ouais. Il y a un bar. Celle-là, il y a la piscine avec le bar. C'est super. Bah, c'est pratique quand même, hein, parce que bon, c'est tu veux un verre dans l'eau. C'était super. Hein. C'est en vrai, ça à faire, ça à visiter. Enfin, c'est une expérience. Ce serait con d'être là et de ne pas le faire. Moi, une nuit, c'était cool, quoi. J'y reviendrai déjà, c'est sûr, pour faire la fête.
J'adore le mood, ça n'a aucun sens, c'est hyper drôle. Dès qu'il y a une pop star qui passe, je n'hésiterai plus à faire ce que j'ai longtemps hésité, booker un vol, un hôtel et des places de concert trop chères pour Las Vegas. On n'est même pas sorti en boîte alors qu'il y a des boîtes partout. Le truc c'est de trouver un petit promoteur dans la rue, il donne des entrées, bon il faut y aller tôt, mais il vous donne des entrées gratuites, donc ça c'est le petit tips de Vegas. Ce matin nous étions donc à la piscine du Caesars Palace et on nous a proposé la discothèque du Caesars Palace qui a l'air incroyable, mais bon ce sera pour ma 4e fois à Vegas. La prochaine fois on reste une semaine. Nous quittons le Nevada pour aller. California. Nous allons découvrir les parcs nationaux de Californie pour cet été. Oui. On sort de Vegas, donc Roro est très content de retrouver la nature et Clément un peu moins. Ah si, je suis ravi. Même si, on verra si ça se vérifie dans la suite de la vidéo, on pourrait retomber sur de la neige. J'ai trop hâte. Ah. On a traversé beaucoup de rien, mais là c'est le plus rien qu'on ait traversé ever. C'est à perte de vue ces paysages qui sont sublimes, mais il n'y a pas de traces de ville, la route elle s'enfonce et je sais pas pendant encore combien de temps parce qu'au final on est un peu qu'au début, non? Oui, et conduire ici dans la Death Valley ça fait quoi? En vrai c'est cool, c'est ok, c'est un peu vide. Tu te dis genre on va espérer qu'on n'ait pas un problème quoi. Oh Romain. Encore une fois, on est bien peu de choses. Et nous commençons ce périple à travers la Californie, dans la Death Valley, le plus grand parc national des États-Unis. Je vous cache pas que j'ai voulu faire cette intro in situ, mais Un vent à décorner les cocus. vous l'entendez, les éléments s'y déchaînent, et ce dans tous les sens du terme. La zone est par ailleurs extrêmement aride et l'une des plus chaudes du monde. La Death Valley détient le record de la température la plus élevée mesurée sur la Terre, 56 degrés en 1913. Premier arrêt, Badwater. Non mais on a conduit des heures dans rien pour arriver là pour voir encore du rien. C'est fou. Non, c'est impressionnant, c'est très plat, très blanc. Ça a un côté très lunaire. Badwater tient son nom d'un petit point d'eau saumâtre que les premiers explorateurs et leurs animaux refusaient de boire. Il a donc été jugé de mauvaise eau. Badwater est une vaste plaine salée formée par l'évaporation d'anciens lacs. Alors là, Jamy, tu vois, on est à Badwater, mauvaise eau. Pourquoi? Parce que ce lac a complètement séché. Regardez, tout ça, c'était du sel qui était dans un lac. Vous voyez? Dis, Jamy, comment le sel a été créé? Fun fact, c'est le point le plus bas des États-Unis. Nous sommes 86 mètres en dessous du niveau de la mer, donc assez impressionnant. Il y a un petit indicateur là sur la montagne qui nous donne le niveau de la mer et c'est assez impressionnant de se rendre compte d'être si bas. Dans Death Valley, vous conduisez des routes très vallonnées et vous descendez donc très bas et vous montez très très haut aussi. Des points culminants à 1700 mètres notamment. Alternative à Badwater, Devil's Golf Course, le cours de golf du diable. Et pourquoi? Parce que le vent ici sculpte le sel d'une autre façon en faisant des arêtes un peu tranchantes différentes. Donc ça va être compliqué de jouer au golf ici, hein. Je vais pas vous cacher que... On a l'impression d'être encore plus sur une autre planète. C'est ouf, non? Et il n'y a personne. Et vous êtes à 1 km de Badwater. Et nous revoilà dans la voiture. Encore une fois très asséché. Nous partons à Artist Drive, qui est apparemment une scenic road avec plein de couleurs et qui donc a porté son nom car on dirait une palette d'artistes en train de peindre somptueux paysages. Artist Drive, point route, Roro qui avait le volant. Superbe petite route. Non, franchement, c'est super beau, des paysages incroyables. Et elle est très agréable parce qu'elle est à sens unique. Donc sachez-le, si vous arrivez du nord pour descendre à Badwater, sachez qu'il faudra remonter depuis Badwater to Artist Drive. Et nous voilà à Artist Palette où les minéraux constituaient un panorama coloré. Petit fun fact, lors de la ruée vers l'or, la Death Valley était un lieu scruté par les chercheurs d'or. Ils ont trouvé un peu d'or sur la Death Valley, mais pas beaucoup. Mais ils ont surtout trouvé de l'argent et du borax. Alors ça vous parle peut-être pas, le borax, c'est un minerai de moindre valeur mais qui a rendu certaines personnes riches. Et on l'utilise encore aujourd'hui dans l'antigel et pour refroidir les fusées de la NASA. Les États-Unis est le 2e producteur de borax dans le monde et il est extrait encore aujourd'hui de la vallée de la mort
où nous allons probablement mourir aujourd'hui. Pourquoi on va mourir? Avec ce vent là. C'est vendu mais c'est sublime par contre. Là par contre c'est intense, j'ai jamais vu autant de vent de ma vie je crois. Là on les sent les éléments là. Le mélange sel et vent, ça va me faire une super coupe de cheveux je pense. C'est un peu impressionnant quand même. Ça me fait un peu penser à l'Islande en vrai. Niveau les éléments qui se déchaînent et un paysage un peu lunaire de bout du monde. Tu te demandes un peu qu'est-ce qu'on fout là quoi. Alors fun fact, nous nous sommes trompés. T'es pas sur la bonne palette. Mais ça rend la vraie palette encore plus incroyable. 5 millions d'années d'histoire ici, ça se joue devant nos yeux. Hein. Je suis si jeune comparé à tous ces minéraux qui ont dû user du botox et autres vents pour me conserver. Nouveau stop, tout aussi venteux, Zabriskie Point, qui a donné son nom à un célèbre film d'Antonioni. Zabriskie, c'est le mec justement qui a décidé d'extraire le borax de la vallée. On lui a filé le nom de ce point de vue, qui offre un point de vue encore sur des minéraux de plein de couleurs, mais surtout une vue à 360, et vous savez qu'on adore ça, on en a eu une au Grand Canyon, à Bryce. Franchement, c'est l'un des trucs les plus ouf que j'ai jamais vu, je pense. Et pourtant, on a vu quand même des trucs assez incroyables depuis le début de ce voyage. Bienvenue à Mesquite, je suppose qu'on dit comme ça. Hein. Mesquite. Mesquite, Sand Dunes, des plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Une dune haute, entourée de montagnes. C'est juste surréaliste. On dirait vraiment dune, t'as raison. C'est magnifique. Et il faut venir là, quoi. Je peux pas dire mieux que ça en vrai. Et pourtant, il a C'est vu la ouf. vue du Pilar. Hein. Mais non, là, je crois, c'est vraiment très beau. Et moi qui étais un peu gna gna gna, qui ai déjà vu des paysages comme ça, là, non, j'avoue, scotché. Et voilà, c'est la fin de notre journée à Death Valley, la vallée de la mort. Là où Monument Valley était monumental, la Death Valley était vraiment mortelle. C'était fou. Moi j'ai trouvé ça incroyable, franchement j'avais jamais vu des paysages pareils dans ma vie et ça m'a laissé sans voix, donc vraiment je suis trop content de cette super journée. Journée grand écart hein, qui a commencé au César Palace à la piscine. Pour le coup, assez radical, très content d'avoir retrouvé un peu de nature, même si elle est quand même assez violente. C'est ouf en termes de paysage, les éléments se déchaînent. Clairement ici, on s'est pris une grosse tempête de vent toute la journée, je pense. Clairement, c'est à voir. C'est une étape à part entière de ce trip. Et puis c'est parti pour la suite des aventures des cafés roulants qui vont encore beaucoup rouler parce qu'il nous reste 2 heures de route jusqu'à notre destination Ridgecrest où nous dormons, faisons une petite étape avant demain un nouveau parc national. Aujourd'hui, jour 2 dans les parcs nationaux californiens, nous allons à Sequoia National Forest où vous avez les plus grands séquoias du monde, il me semble. C'est ça, non? On va dire ça. Oui, voilà. En tout cas, ils sont très larges et très grands. Voilà, et ils sont très hauts, donc on expecte de la neige. Parce que nous remontons en altitude et surtout il pleuvait ce matin, donc nous verrons. Il se passe un truc incroyable. On s'apprête à louer des chaînes de neige de contrebande à l'arrière d'un cabanon de jardin. Car en fait ce qu'on ne savait pas c'est que la loi fédérale de Californie peut obliger la présence de chaînes, pas de chair après. S'il y a un certain niveau de neige sur la route, tu es obligé d'avoir des chaînes dans ta voiture. Pas forcément de les mettre, on n'espère pas de les mettre, mais en tout cas de les avoir dans ta voiture. Nous n'en avions pas et le seul moyen d'aller au Sequoia National Park voir des gros séquoias, c'est d'avoir des chaînes. Donc nous allons en louer maintenant. C'est Roro qui s'y connaît en automobile qui va gérer cette situation. Franchement, devoir louer des chaînes aux US en Californie. En avril, je vous dis, il n'y a plus de saison. Il fait plein soleil maintenant. Il commence à faire chaud. On a été au premier magasin, on a vu Tire Chain. La meuf nous a dit, il n'y en a plus. Essayez un peu plus bas. On a fait un autre, le mec nous a dit, good luck. Il est venu ici. Mais on a vu que tout se faisait en cash. Et le peu de cash qu'on a, c'est nos maigres gains à Las Vegas. Donc on a été à un ATM, on a retiré de l'argent et là maintenant on attend de savoir si des chaînes à la taille de nos pneus vont nous permettre de voir des arbres géants. Contre toute attente, nous avons trouvé des chaînes. $60, en cash évidemment, plus $60 de dépôt que nous récupérerons tout à l'heure si nous arrivons à venir avant 19h. Les chaînes sont dans la voiture, 1 heure de route pour entrer jusqu'au Big Sherman qui est vraiment l'arbre à voir. C'est le grand écart avec les paysages d'hier. Hein. On est dans le vert plus complet, la nature luxuriante par rapport à hier qui était complètement
désertique. Et le froid. Et le froid, ouais, il fait un peu plus froid. Belle le fion. Nous sommes entrés dans la forêt des géants et c'est vrai qu'ils sont là, hein, les géants. Regarde comme il est haut celui-là. Nous sommes à plus de 1500 mètres d'altitude et ces arbres poussent en altitude, donc c'est pour ça que vous montez si haut pour les découvrir en bas. Ce sont que des petits arbres. Je me suis jamais senti aussi maigre. Et voilà, we made it. J'ai les pieds trempés. Nous commençons le Chairman Tree Trail. Le Chairman Tree qui est un peu la star du Sequoia National Forest. Le plus imposant organisme vivant du monde parce qu'il fait 31 mètres de circonférence et 86 mètres de haut. Il est protégé évidemment, les feux de forêt n'épargnent pas cette forêt. Donc parfois il y a eu des épisodes de feux de forêt assez dramatiques pour de nombreux géants de la vallée. Lui, le grand Sherman qui a plus de 3000 ans tout de même, est toujours protégé avec des couvertures de survie autour de lui, donc c'est vraiment la star à protéger. Il est content d'être arrivé, je vais pas mentir. Il a fallu d'être monté. Il va falloir descendre après. Mais non, c'est ouf, sans transition aucune, il fait -2 je pense à peu près. Hier il faisait sûrement quasiment 30 degrés dans la Death Valley. Donc on peut vraiment dire que c'est un grand écart, je crois. Bah back in my element, hein, la neige, le froid, on vit sa meilleure vie, on est bien mieux qu'à Vegas. Hein. Alors, on est mieux qu'à Vegas, oui. Est-ce que faire la même balade en short quand il fait bon n'aurait pas été plus agréable? Un peu exceptionnel parce que nous sommes fin avril. En général, dans cette période-là, la neige est tout petit peu moins présente. Mais donc c'est possible que lors de votre voyage fin avril, début mai, il y ait encore des conditions météorologiques qui imposent les chênes, qui fait que vous ayez un décor tout blanc. En revanche, le Kings Canyon est lui fermé à cette période de l'année encore, d'ouvre en juin, car il est plus haut. La GoPro a rendu l'âme, puisqu'il fait froid. Fun fact, le général Sherman est mort tout au-dessus, il ne grandira plus. En revanche, il grossit d'année en année, donc il devient de plus en plus large. Un peu comme moi. Je me recharge. On se rend pas trop compte de la grosseur en vidéo et en photo, mais quand on les voit à côté quand même, on peut toucher l'arbre ici exceptionnellement. Et c'est tout doux. Et nous revoilà dans la voiture. Fun fact, nous n'avons pas eu besoin des chaînes. Là, il faut juste qu'on rende les chaînes à temps à notre gentil loueur. On a une demi-heure. Mettrons-nous un avis Google? Je ne crois pas que cela sera possible. Mais... Et là, direction Fresno. Nous avons en effet décidé de dormir à Fresno avant notre prochain parc national, Yosemite. Bienvenue à Yosemite National Park, le dernier stop de notre troisième partie consacrée aux parcs nationaux californiens. On finit en beauté parce que c'est tout simplement sublime. Vous entrez dans une vallée faite de granit, de cascades partout, c'est magique. Yosemite, c'est un des parcs les plus iconiques du monde, on peut le dire, parce que c'est le premier site protégé du monde, avec un décret signé en 1864 par la main d'Abraham Lincoln, donc assez stylé. Et ça a posé les bases d'ailleurs de tous les parcs nationaux des États-Unis. Le premier jour, la neige nous a empêché de prendre Vavona Road. Nous sommes donc rentrés par une des entrées ouest, la Arc Rock Entrance. L'entrée est via Tioga Pass ouvre généralement en mai ou en juin car elle est haute en altitude. C'est pour tenir les ours hors de portée. Nous allons voir si Xavier est plus intelligent qu'un ours et réussit à ouvrir. C'est très ingénieux un ours, donc il faut créer des... Alors fun fact, nous sommes arrivés à Yosemite et nous sommes fin avril, l'ours sort de hibernation, donc il a très faim. Comme moi. Il est curieux. Faut pas mettre de nourriture dans sa voiture visible, faut tout prendre de sa voiture la nuit. Xavier a laissé un paquet de Cheerios au miel
ce qu'on sait être la nourriture préférée de l'ours, 16 Winnie the Pooh, dans la bagnole. Donc si on n'a plus la voiture tout à l'heure parce qu'un ours a voulu manger des céréales, en plus il a tout, il y a même le lait d'amande à côté, il peut se faire un petit bol. Voilà. Et là, conditions neigeuses encore une fois, donc nous rendons comme à chaque fois dans chaque parc national au Visitor Center, bon là ils disent Welcome Center, pour avoir un peu les infos, quoi, un peu les potins. On va chercher des infos auprès des rangers, nos nouveaux amis. Le parc Yosemite dispose de shuttle et nous allons faire le Mist Trail. Pourquoi le Mist Trail? Parce qu'on va longer les cascades et qu'il y a tellement de mist, de brume, qu'on va être tout trempé. Et c'est évidemment le ranger qui nous a conseillé cette randonnée, car les cascades sont visibles malgré la bassesse des nuages. Ce sera donc la deuxième fois qu'on sera trempé du voyage après Magic Mike. C'est dans la partie 2. Le Mist Trail, c'est quand même un peu physique. Et là, on commence à comprendre le nom de cette randonnée. Nous arrivons à Vernal Waterfall, qui pour le coup mouille bien. C'est ce que j'aperçois à travers mes lunettes mouillées, c'est super. Magnifique. Là, on est vraiment au cœur des éléments. Spoiler alert, ça mouille vraiment. Et en continuant cette randonnée, vous vous retrouverez tout au sommet de la cascade. Je dirais que c'est un sentier à une vue à couper le souffle, dans les deux sens. Pourquoi? Pourquoi il a se demander? Quoi, j'ai une sale gueule? Si vous continuez un peu plus loin sur le trail, vous pouvez rejoindre Nevada Waterfall et vous avez une vue imprenable sur le Half Dome, un des iconiques de Yosemite. Vous pouvez aller au sommet mais comptez une bonne journée, 10 à 12 heures de marche, 22 km, 1500 mètres de dénivelé et ça finit en Via Ferrata. Donc il faut avoir le cœur à mon avis bien accroché. Et voilà, le flap chrome. Je peux pas voir le haut de cette putain de cascade d'ici et me dire qu'on est encore si loin alors qu'on a déjà monté autant. Je sens mon cœur battre dans mes oreilles. Et nous voilà arrivés au top de Nevada Waterfall. Il faut avoir le cœur bien accroché quand même. Et on a une super vue sur encore le Half Dome. C'était incroyable. Je suis un peu ému, c'est un décor de film. On est à 1801 mètres. Ah ouais. À moitié. Là ça va parce que j'ai une bordure. Je peux maintenir mais on est très haut. Cette eau va à toute vitesse et... Je suis un peu ému en vrai. Non, c'est impressionnant. C'est assez incroyable à faire. Nous avons fait des Mist Trail et nous sommes revenus avec John Muir, à peu près 10 km pour faire toute la boucle. Si on avait pu emprunter ce petit fameux chemin qui fait la jonction entre les deux trails, on aurait économisé quasiment 2 km. Et là, on a dû redescendre pour remonter. On s'est pris double dénivelé. Franchement, j'ai zéro regret parce que ça valait le coup. Toutefois, je dirais pas qu'il faut une bonne condition physique ou de l'expérience parce que j'ai aucun des deux. Mais il faut de la volonté. C'est pas une petite promenade de santé quoi. Donc ouais, ne la prenez pas à la légère et puis demain c'est reparti pour un deuxième jour à Yosemite. Donc on espère de meilleures conditions météorologiques car nous n'avons pas pu monter la Vavona Road, là où est notre hôtel, où nous sommes ravis de pouvoir redescendre ce soir sans les chaînes de neige. Parce que c'est à cause de la neige que nous n'avons pas pu prendre Vavona Road. Lower Yosemite Falls. Il y a une upper qu'on ne voit pas d'ici. C'est les falls principales de Yosemite, en plein cœur du parc. Elles sont particulièrement bien fortes du fait de la fonte des glaces et du printemps. On a de la chance de cette petite balade accessible vraiment tout âge, toute motricité, toute mobilité. Nous avons décidé après Lower Waterfall de toujours profiter de ce beau soleil et de faire Cooks Meadow parce qu'hier il y avait beaucoup de nuages, on ne pouvait pas tout voir et là on voit tous les sommets et les cascades visibles depuis la vallée principale, donc depuis le Yosemite Village, tout en bas des montagnes, c'est trop beau. Je me sens hyper connecté avec la nature. Ça manque juste un petit Starbucks là. En randonnée facile, vous avez également Mirror Lake qui vous emmène à un lac réfléchissant, comme son nom l'indique. 2 miles, c'est assez sympa, vous longez la rivière.
Derrière nous, El Capitan, l'autre iconique du Yosemite. Bloc de granit comme ça, de 900 mètres. Très apprécié des grimpeurs, hein. On en voit là. Bon, vous les verrez pas, mais nous on les voit. Enfin, pas Clément. Mais... Je vois rien, je vois pas. Et figurez-vous qu'en 2017, Alex Honnold, grand grimpeur visiblement, puisqu'il l'a complété en 3h56. Tout ça. Voilà. Sans attache en plus. Sans attache, sans corde. Assez, mais il y a des dizaines et des dizaines de chemins connus des grimpeurs. Et lui, il est passé par le passage freeride. Et la première femme à le faire, c'était en 2020. Elle s'appelle Emily Harrington et elle a pris la passe Golden Gate. Eh bien, bonne chance à eux. Nous allons reprendre la route pour une autre waterfall et la dernière de notre séjour. Nous arrivons à Bridal Veil Waterfall, ce qui signifie la cascade de la femme du voile de la femme mariée. La cascade du voile de la mariée. Voilà. Et le problème, c'est qu'on n'est pas du tout habillé pour et on voit plein de gens revenir mouillés. On y va là? Ah oui? Mais on va mourir! C'est super! Je vois rien! C'est très beau! C'est super! C'est très agréable! Je peux vous dire qu'ici, les conditions météorologiques sont parfaites! Dis Jamy, mais pourquoi elles sont si puissantes ces cascades? Croyez-le ou non, vu nos états, nous avons littéralement passé 30 secondes devant cette waterfall. Mais c'est vraiment trop beau. Et sachez que c'est la seule waterfall qui tombe toute l'année. Donc même si vous venez l'été, la Bridal Veil, elle sera en activité. Mais ce qui n'est pas le cas de toutes les waterfalls ici à Yosemite. Tunnel View, prenez la Wawona Road et vous avez un tunnel et juste après le tunnel, c'est le tunnel View. Donc si vous voulez la meilleure entrée dans Yosemite, c'est par là qu'il faut arriver avec votre voiture. C'est vraiment la carte postale quoi, tu peux voir tout, tu vois une cascade, tu vois El Capitan, normalement tu peux voir le Half Dome, mais là d'un coup, pouf, il a la tête dans les nuages. C'est l'image parfaite pour clôturer ce petit séjour à Yosemite. Franchement, on n'aurait pas pu rêver plus beau paysage pour terminer. Franchement, c'était ouf cette partie. Trop bien. Franchement, merci la Californie. Ouais. Elle n'a pas déçu pour l'instant. Death Valley, c'est Pas les Sequoia, franchement magnifique. Donc venez découvrir. Quel grand écart! Vraiment, les éléments se sont déchaînés sur nous. Nous allons demain à Los Angeles, en direct d'un lieu lugubre qui est un parking, parce que nous changeons de voiture. Nous avons décidé de prendre une décapotable, mais il pleut à Los Angeles aujourd'hui, ça arrive hein, quelquefois. Et puis on vous emmène avec nous dans cette nouvelle aventure qu'est celle de Los Angeles. On va découvrir les incontournables de la ville, mais aujourd'hui il pleut, donc que faire sous la pluie? Nous allons le découvrir aujourd'hui. C'est parti, on vous emmène avec nous. Et comme je sentais qu'on était sur un mood voiture, je les ai amenés au musée de la voiture. Et là, ils étaient méga refaits. Qu'est-ce qu'on fout là? On aurait pu aller faire du shopping. On a payé une couille en plus, j'ai même pas regardé, j'ai payé. Tu nous expliques un peu, Romain, l'histoire de l'automobile? Par contre, très vite à peine arrivé, ça m'a vachement énervé parce que Xav a remis en question toutes mes connaissances automobiles. Clément garde bizarrement son optimisme face au manque de professionnalisme de Romain. Ah, jolie. Jolie voiture. C'est quoi son histoire, Romain? Je crois que je connais toutes les voitures. C'est lui qui nous a emmenés là, il ne connaît rien. J'étais en mode, en fait, ça sert à quoi d'être là si on n'a pas de guide, quoi. Je pensais vraiment qu'on avait un guide en la personne de Romain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il travaille dans l'automobile. Donc là, en fait, je suis au musée de l'automobile et je me dis, j'y connais rien. Je fais un créneau. Moi, j'ai pu voir Flash McQueen, qui est quand même une des vraies stars que je voulais rencontrer à Hollywood. Et on s'arrête. C'est la meilleure des voitures. Lightning McQueen. Je pense que c'est plutôt une activité qui leur a vachement plu au final, même s'ils le diront pas vraiment, mais moi je sais qu'ils étaient conquis. En vrai, il y a des voitures très jolies. J'espère qu'on va pas y passer des heures, mais c'est hyper sympa. Les esprits sont clairement down, donc je me dis, let's go, je vais leur faire découvrir l'adresse de Los Angeles, Ours Café, où j'ai mes petites habitudes. Ours Café, j'emmène un peu les loulous dans mes adresses. On va voir ce qu'ils pensent un peu de ce lieu un peu emblématique sur Melrose, qui sert des jus frais, des salades, des sandwichs, plein de choses. La carte est un peu longue. La carte est très très longue, j'ai beaucoup de mal à choisir. Et là je me dis, c'est les, tu prends un jus vert. Je suis star, je mange mon petit sandwich, je me sens star. Je recommande. Xavier veut pas nous dire combien ça nous a coûté, mais je recommande. Alors là, on prend la voiture et on va à Venice Beach et on part, c'est genre full soleil, papa, décapotable, rap.
sauf que Los Angeles c'est grand. 40 minutes de voiture jusqu'à Santa Monica et en 40 minutes le ciel se couvre et le soleil ne semble pas vouloir revenir. Patatras, le ciel gris. Mais genre gris quoi. Mais genre la grisance. Je vois Santa Monica sous un ciel gris, je me dis mince, mais comment on va faire? Nous sommes à Santa Monica. Et il fait beau sous le soleil de Californie. Là, petit rêve de gosse, un peu que des images qu'on connaît déjà tous de nos séries, etc. quand on était petits, donc trop bien. Fun fact, la route 66 se termine ici, donc si vous retournez à la partie 1 et voyez où nous étions au tout début de ce voyage, la boucle est bouclée. Et là en fait, faut pas se laisser aller quoi. Il faut pas se laisser down par la mauvaise météo. Et vous pouvez rejoindre Santa Monica à Venice Beach à pied, à vélo, en trottinette et c'est ce que nous allons faire. C'est une super boardwalk comme on dit ici. Marchons jusqu'à Venise dans ce cas, sous un ciel gris. Donc on a quand même fait la boardwalk qui était sublimissime avec une ambiance partagée. Ouais, c'est hyper chouette, c'est juste un petit peu dommage. Passe moche. C'est sûr que c'est un peu triste, hein. Là sans le soleil. La carte postale est un peu mensongère. C'était super la balade, mais juste avec du soleil ça aurait été pas mal quoi. Parce que là, retrouver le temps du Pays Basque en novembre à Los Angeles, ça fout un peu le seum quoi. Après ça reste super joli, ça reste super stylé, mais avec un peu plus de soleil et un peu plus de monde aussi. On a peut-être senti la vibe un peu du skatepark et tout ça. Et bienvenue à Venice Beach. Où est-ce qu'on va maintenant? Au chaud. C'est froid. Au chaud alors. À un moment donné, on est aux US, donc il faut manger local. Donc on va au diner. On est chez Mel's. Mel's Drive-In. On est à celui de Hollywood. C'est pas celui de West Hollywood ou Kim Kardashian, mais c'est celui de plus près de chez nous. Et je me rends compte en fait que dans le resto, il y a des autographes de Lana Del Rey. Et je cherche sur internet. Elle adore. Et là, tu vois, je sens que j'ai une connexion avec Lana, quoi. Et je me dis, en fait, j'ai choisi le resto, elle a aussi choisi ce resto. Est-ce qu'on n'est pas un peu connectés? Est-ce qu'on n'est pas un peu les mêmes personnes? Et je pense que oui. Alors, on découvre le Patimel, c'est un truc que Xavier a découvert par hasard. Je me dis, je vais prendre un Patimel, j'en ai pris 2 pour jamais 203, comme disent les jeunes. C'est un burger dans un pain, avec beaucoup de fromage. Délicieux. Je suis heureux de manger un filet de poulet qui n'est pas frit. Tout le monde a aimé sa nourriture, donc c'était une journée qui finit bien. Surtout que demain, une grande journée nous attend. Ce matin, on décide de partir à Universal Studios, on prend la Mustang et c'est parti, direction les studios les plus connus d'Hollywood. Alors j'arrive à Universal avec Clément et Romain, le mood est au top. Très envie, très hâte d'y aller. J'ai extrêmement peur pour mon compte en banque. On a directement commencé par le tour des studios. Et là je me suis dit en fait c'est mon élément quoi. Je m'entraîne pour quand ça sera le début de ma journée de travail là. Je suis là où je suis censé être au milieu des plateaux, au milieu des tournages, on pouvait sentir l'énergie des stars. On est baladé de 7 en 7. C'est incroyable, on a vu plein d'effets spéciaux. On avait eu un petit écho comme quoi on avait plus de chances de voir Wisteria Lane le matin. Et ça a été un échec retentissant. Nous avons vu l'entrée du Wisteria Lane et nous avons également vu cette entrée s'éloigner de nous puisque nous n'avons pas tourné dans la bonne direction. Et on est sur un petit fait là qui plombe le moral des troupes. On n'a pas pu voir Wisteria Lane parce qu'ils étaient en train de tourner. Donc un peu compliqué pour moi pour gérer, j'ai clairement fait la gueule après, j'avais clairement envie d'y aller. Comment dire, j'avais pas envie de pleurer là. Quand j'ai vu la réaction de Romain, j'étais démuni parce qu'il y avait beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup d'avidité de vouloir filmer ce moment qui aurait fait un beau moment de télévision. Mais c'est pas grave, on reviendra. Ou alors il faut commencer notre carrière d'acteur pour... Mais l'amitié a pris le dessus donc j'ai coupé la caméra quand il m'a dit qu'il allait pleurer. C'est là les donuts. Ils sont beaux, regarde. Et donc là Xavier nous dit on va manger le donut. Et en fait il faut sachez que depuis le jour où on a prévu ce voyage, Xavier nous parle que d'une chose, le donut géant de Universal. On fait ce pourquoi Xavier est retourné pour la 72e fois à Los Angeles. On achète un donut géant. Il y a des gens qui m'accusent de parler trop de ce donut. Hello, can we have the big pink please? Il est si rose. C'est pas une couleur d'une nourriture ça non? On prend le donut rose, on le goûte et en effet, mama, trop bon, c'était délicieux. On en prend un deuxième. Oui, super bon. Oh, ça me réchauffe le cœur. Vous avez dit hein? Trop bon. Allez, on y va. C'est un des meilleurs donuts de la vie.
Là, on rentre dans le monde de Mario, le tout dernier monde d'Universal, qui est assez impressionnant. Nous rentrons dans un univers parallèle. C'est ouf. C'est incroyable. On va faire Mario Kart. Ouais. Le plan de Mario m'a vraiment réchauffé le cœur pour le coup. Même si Mario Kart est tombé en panne et que nous n'avons pas pu faire l'attraction. On attend et au bout d'un moment, je dis, vous savez quoi, plus le temps d'attendre, on prend les choses en main, on se casse et on va faire des attractions parce qu'on est là avant tout pour ça. Donc je me suis dit, je les emmène à Jurassic Park, ça va faire une attraction un peu à sensation et qui mouille un peu familiale. Faut quand même sachez que je suis un peu sur mes gardes avec Xavier depuis le moment où il m'a fait faire le grand vide de Las Vegas en me disant pas que ça montait hyper haut alors que j'ai le vertige. Et là, ce qu'il nous dit pas qu'on découvre, c'est qu'en fait, c'est une attraction qui mouille. Ça n'a aucun autre intérêt que de nous mouiller, quoi. Moi, je suis quand même à Universal pour me faire repérer, donc à un moment donné, je peux pas me permettre d'être trempé comme ça. Xavier m'a ensuite mis dans l'attraction Jurassic Park sans me prévenir qu'il y avait une énorme descente à la fin. Et donc j'ai hurlé. On va manger des calzones en forme de tonne. Donc là, j'accepte de faire une entrave à mon régime hyper strict que je suis depuis qu'on est arrivé à Los Angeles. On va manger une calzone en forme de toad. C'est franchement pas mauvais. Entre ça et le donut, franchement, très bon point pour la nourriture de Universal. A dream come true. C'est le vrai Scooby-Doo. Je suis trop ému de voir le vrai Scooby-Doo. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir un spectacle qui s'appelle Waterworld, qui veut dire le monde de l'eau, j'imagine. J'adore les spectacles de parcs d'attraction. Voilà, je vous le dis, c'est une passion, a passion of mine. Et là, ça explose dans tous les sens. Et je me dis, en fait, peut-être que c'est ça que j'ai envie de faire. Des blockbusters à l'américaine. C'était trop bien, j'ai envie de faire du jet ski, de jouer dans une production pareille, quoi. C'est vraiment la scène que je mérite. C'est américain. Un bon gros blockbuster en version live. C'est très cool à regarder, ma foi. Et maintenant, direction l'Angleterre. On rentre un peu de là. Ça a l'air incroyable. Le land Harry Potter dans Universal est complètement fou. Je retombe totalement en childhood dans le land Harry Potter. J'achète de la bière au beurre. C'est quoi la bière au beurre? J'en ai aucune idée, mais j'ai très envie de goûter. Pour lire beau. C'est succulent. Ça goûte la glace et la vanille. On n'oublie jamais que J.K. Rowling est une sombre personne hideuse, mais je peux pas renier mon enfance et pas dire que c'était un peu magique le monde Harry Potter. Et voilà, c'est la fin de notre journée à Universal. En venant à Los Angeles, vous avez le choix de faire Warner ou Universal pour visiter les studios. La seule vraie différence, c'est que Universal se veut vraiment parc d'attractions, là où du côté de Warner, c'est vraiment une exposition. Vous pouvez voir des décors en activité, mais ambuler surtout dans les rues de New York, de Philadelphie, etc. Et vous finissez par tenir un Oscar, aller au Central Park. Mais ici, c'est vraiment un vrai parc d'attractions, contrairement à Warner où c'est un peu plus muséal. C'est le matin et ok il fait moche mais on se laisse pas abattre et on décide d'aller au Griffith Observatory pour avoir une vue sublime de la ville. City of Sun, the Golden State. Putain. Bienvenue à l'Observatoire Griffith, tout en haut des collines de Hollywood Heights. Vous avez vu sur le Hollywood Sign, vous avez vu sur toute la ville de Los Angeles, c'est assez cool. Petit tip, venez le matin, le parking est gratuit, c'est quand même $10 de l'heure. Ah, et pas le week-end. Parce que l'observatoire est fermé. La vue est pas ouf parce que y a des nuages. J'aurais vraiment voulu venir là, mais je n'imaginais pas la vue pareille. J'imaginais ça un peu plus bleu et un peu plus ensoleillé. Ce bel observatoire qui est assez joli, qui domine vraiment toute la vallée de Los Angeles, donc c'est assez beau. Mais essayez de venir quand il fait beau, bon voilà. Voilà, écoutez, on peut pas choisir et puis nous, apparemment il fait moche tout le temps, donc on est là. L'endroit est vraiment magnifique, donc c'est à voir, même si nous n'avons pas eu de soleil. Ni l'une ni deux, je dis aux garçons, on va faire la rando. Clément m'avait parlé de ça hier, il avait tout bien préparé. Là, on va gravir les hauteurs de Hollywoodland pour aller voir le signe Hollywood et traverser un quartier typiquement californien. Je récite pas du tout ce que le routard a écrit mot pour mot. On prend notre routard et on part en rando, monter les marches. Alors ok, on n'est pas à Cannes, on est à Hollywood, mais quand même. Nous commençons l'ascension de Hollywoodland. Plus de 600 marches vous rapprochent en tout cas du Hollywood Sign. On va toucher notre rêve de star. Là, on est sur des marches, là, c'est monuments historiques qui rejoignent Bell and Drive à Beechwood Drive.
Et en effet, la végétation est luxuriante. Et on passe des baraques qui sont somme toute sympathiques. On suit Clément l'aventurier quoi, et à paf, on monte les marches, on va à droite, on va à gauche, on a découvert Hollywoodland dans toute sa splendeur architecturale, dans toute sa splendeur florale. Là, c'est vraiment l'aventure. La balade est sympa, vous découvrez un peu Hollywoodland et toutes les folies architecturales, mais la vue sur le Seine, bon, elle était mieux avec un ciel bleu. En fait, je pense qu'elle aurait été sublime avec un ciel bleu. Après cette rando, on part à Lake Hollywood Park parce qu'on est censé avoir une super vue et effectivement on a enfin trouvé le point de vue avec la vue touristique du Seine, donc là on n'était clairement pas tout seul. C'est le point de vue sur le Hollywood Sign que vous pouvez rejoindre en voiture. Vous avez droit à vous garer 15 minutes, donc c'est ici que tout le monde vient. On a pu faire plein de photos et le Hollywood Sign était vraiment super. Allez, arrête ce vlog et passe aux choses sérieuses. Ma faute. C'est là que les rêves se réalisent quoi. Un peu de bleu dessus. Ça s'est dégagé donc on a enfin eu du soleil. C'est le bleu derrière, il fait le taf. Hein. Ça fait pas grand chose mais ça fait la diff. Et là on est au pied du panneau Hollywood et je comprends quoi, qu'on est à Los Angeles, là où toutes les plus grandes stars sont passées et nous aussi. Derrière nous les fameuses lettres d'Hollywood. À la base c'était Hollywoodland et c'était pour promouvoir le quartier d'Hollywoodland que nous avons découvert ce matin. Elles étaient censées rester 1 an et demi, elles se sont détériorées pendant des années avant que la ville ne décide d'en prendre soin. Elles ont enlevé le land pour ne laisser qu'Hollywood et elles ont enlevé les petites ampoules qu'il y avait dedans. Elles se sont encore détériorées et en 73 elles ont été placées comme elles sont là, dans un style beaucoup plus résistant. Et après, comme l'a dit Miley Cyrus, skies are blue in Malibu. Donc on part à Malibu, on décide de décapoter. À Los Angeles, vous pouvez prendre la voiture et vous éloigner un tout petit peu sur la Pacific Coast Highway qui longe tout le Pacifique et arriver à Malibu. Malibu iconique évidemment, alerte à Malibu, vous connaissez. Derrière moi, Zuma Beach, un des lieux de tournage de la série justement. À Malibu, c'est l'occasion pour moi de réaliser l'un de mes rêves, voir la maison de Hannah Montana. C'est là où Miley a vécu ses jeunes années quoi, donc c'est assez iconique. Je sais pas la rêve. On repart et là, patatras, nos chaussures sont pleines de pétrole. Alors moi ça allait, c'était plus difficile pour les garçons qui sont des vrais fashionistas. Moi c'est vrai, je vous disais, je suis un aventurier. On a marché dans du pétrole, ça c'est des Amériques. Et mes New Balance sont foutus. Je suis ravi. Je vais pas mentir, j'étais très colère. Non, ça se sèche pas. Moi, à l'époque, quand on a vu la marée noire au Pays Basque, on a enlevé ça à l'eau écarlate et au White Spirit. Mais ça pue. Et donc là, j'étais très remonté sur cette plage de perdre mes chaussures parce que clairement, j'essayais de les faire partir. Mais ça ne marche pas. C'est pas la peine de finir. Bon, c'est un peu difficile, donc je me dis, on a un ciel bleu, on va décapoter et partir au point de vue. On a une malédiction à Los Angeles. Il nous arrive que des trucs bizarres depuis qu'on arrive. Nous voilà au point d'Hume, qui est un point de vue sur l'océan Pacifique et sur la baie de Malibu. Vous avez un parking de 10 voitures, donc vous pouvez rester 2 heures de parking. Regardez, c'est Malibu, alerte à Malibu. Clément me dit, attendez, il y a quoi là? Il y a quoi? C'est pas on tend la tête et en bas de la falaise, mais genre à 100 mètres de nous. C'est pas des phoques qu'on voit en bas. Et en fait, c'était genre toute une famille de phoques, mais plein de phoques. Des petits phoques, des grands phoques, des gros phoques. Il y avait genre plein de phoques et c'était magique. J'étais super content, c'était la première fois que je voyais des phoques en liberté. Nouvelle journée de ghetto. On part à Downtown LA. Et là, c'est vraiment le quartier downtown. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être en bas de la ville. Los Angeles, c'est vraiment une ville de surprise, hein, parce qu'au détour d'une rue, toujours dans downtown, on est littéralement à New York. Et là, dans Downtown, en fait, je me sens transporté quoi. On n'est plus du tout à LA, on est carrément à New York. Typiquement des pigeons new-yorkais, je les reconnais. Et c'est là où je me remets en question et je me dis, bon bah si le cinéma ça marche pas, peut-être la scène, peut-être Broadway. Ouais, vraiment New York. Mais j'aime bien. C'est parce que t'es une New York Queen, toi. Je suis clairement une New York Queen. Ça remet tous mes plans en question, je sais plus trop sur quel pied danser. Et là, on marche dans downtown, on prend un funiculaire qui était vraiment exceptionnel. Là, on va monter pour redescendre. Ah là, I'm ready to fly.
On va faire du funiculaire. Alors Xavier a tenu absolument à ce qu'on monte dans le funiculaire. Vu tout ce qu'on a grimpé d'ici là, c'était pas son idée la plus brillante. Est-ce que quand on a dû grimper en haut de la putain de cascade à Yosemite, on n'aurait pas pu prendre un moyen de transport motorisé? Peut-être. Par contre, pour monter 3 marches, on a pris le funiculaire. J'ai pas compris. Ah, c'est sympa. Hein. On est dans ce qui était à l'époque de son ouverture la plus petite voie ferrée du monde. C'est pas très rassurant ces bruits, hein. Et voilà, c'est un funiculaire. $1 la montée, on se dit c'est vraiment pas cher ici. Et on croyait pas si bien dire parce qu'on arrive en haut et là, The Board, le musée d'art contemporain de Los Angeles, c'est gratuit. Et ben on va à The Broad, qui est un super musée d'art contemporain qu'on pensait voir de l'extérieur parce que bon, on n'avait pas non plus prévu de faire une longue visite. Jusqu'à ce qu'on découvre en fait que c'est gratuit. En cette fin de voyage, ça fait toujours du bien une petite activité qu'on n'a pas besoin de payer. D'autant que nous on est un peu des artistes et tout ce qui est de l'art, on aime en fait. Et là, que des grands noms quoi. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jeff Koons, que je connais hyper bien parce qu'il a fait la pochette de Lady Gaga en fait. On m'a amené faire des trucs d'art. Ça connecte rarement souvent entre moi et la peinture. Et ça sert à ça des amis, ça sert à vous culturer aussi un petit peu et à ouvrir ses chakras. Vous connaissez ma petite passion pour la pop culture et notamment dans le voyage. Et non loin de downtown, à 10 minutes en voiture, ce qui est vraiment très peu à Los Angeles, vous avez un quartier de maisons victoriennes très surprenant également. On a l'impression d'être à San Francisco et pour cause, la maison de Charmed est dans cette rue. Je me dis, on est 3 quoi. Donc en fait, les 3 sortes de Charmed, c'est nous. On est 3, qui est qui? Mettez-le en commentaire. Là, on prend la voiture, on va à The Grove et là, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est Disneyland mais en centre commercial, donc on est content de dépenser de l'argent. On arrive à The Grove, un centre commercial en plein air. Ah, le temple du consumérisme. Là, j'ai vu tous mes cours d'économie défiler de marketing. Vu qu'ils n'ont pas de rue jolie, on crée une rue en extérieur, on dirait une espèce de mini parc d'attraction juste pour consommer. Du coup, ça vous donne la sensation de vous amuser en dépensant. Et ça, après, c'est un peu sympa. Et là, surprise, une petite navette en train en plein milieu de Main Street, parce que c'était clairement Main Street. Ça n'a aucun sens. Prends le train. On prend le train, non? C'est vraiment le mall à l'américaine et ça part en shopping, mais ça part aussi en nourriture parce qu'on est avant tout des gourmands. Là, tu vas quand même pas manger un sandwich et un donut et la réponse c'est bien sûr que oui. Collé au Grove, vous avez le Farmers Market, un grand marché ouvert aussi, des années 50 qui, je trouve, a gardé une certaine fraîcheur et une certaine authenticité malgré tout. Vous pouvez manger israélien, des ceviches italiens, vous avez un boucher, vous avez des donuts, vous avez plein de choses, c'est trop chouette. Et on se régale avec un meatball sub, comme ils disent ici. C'est très bon, mais c'est coquin. Bienvenue à Hollywood Boulevard. Je vous cache pas que c'est un peu ghetto, donc ne vous faites pas trop d'idées somptueuses de cet endroit. C'est très touristique évidemment, mais c'est quand même sympa de venir ici, de voir les étoiles un peu de toutes les personnes qui sont venues ici évidemment pour recevoir leur étoile. Et puis mettre vos mains les empreintes des plus grands acteurs et actrices. Mais Beyoncé n'a pas d'étoile. Ah bon? En fait, l'étoile, c'est pas genre on te la donne parce que tu as une bonne carrière, c'est que tu l'achètes. C'est un PR stunt en fait. Vrai pote m'aurait acheté une étoile pour mes 30 ans, je dis ça, je dis rien. On a fait un dossier à la mairie de Los Angeles, mais ils nous ont dit que t'étais pas assez connu. Heureusement que c'est la fin des vacances. Hein. Alors nous voilà au Dolby Theatre. Mais dis donc Clément, qu'est-ce que c'est? Le Dolby Theatre, c'est là où se tient tous les ans la cérémonie des Oscars. Et quand vous allez dedans, donc là normalement il y a un tapis rouge, vous avez tous les Best Picture année par année. Et ça va jusqu'en 2060. Donc on a encore un peu de temps avant de... Ah oui, il reste encore pas mal de place. Ils peuvent encore remettre du trophée. Mais du coup, c'est trop chouette de voir tous les films qui étaient les best pictures des années précédentes. La seule étoile qui est plaquée contre un mur et qui est donc à la verticale et pas à l'horizontale, c'est celle de Cassius Clay, renommé Mohamed Ali lors de sa conversion à l'islam. Et on choisit le nom du prophète. Pour lui, c'était impensable que les gens piétinent le prophète. Et donc, il a demandé à ce que cette étoile ne soit plus à l'horizontale sur le sol. Je t'intéressais. It's true, there's some angel in the city. Ça s'est passé là. Un mot. Je suis super ému d'être là ce soir.
Je veux dire, premier film, première nomination, c'est quand même beaucoup. La plus belle victoire, c'est déjà d'être nommé aux côtés de tous les autres acteurs avec qui je partage l'affiche. Timothée Chalamet, Georges Clooney, ainsi que Franck Dubosc. Et voilà, sur le boulevard des rêves, tous les rêves ont une fin, c'est la fin de ce... Ah, comme ça là, tu nous prends au dépourvu comme ça. C'est la fin de ce voyage à Los Angeles et puis les 3 autres premières parties aussi. Notre road trip dans les États-Unis, c'était ouf. Vous en avez pensé quoi? C'était incroyable, on a fait. Ouais, c'est un peu violent là comme ça. Non, c'était incroyable. On a fait tellement de trucs que là, me prendre au dépourvu comme ça, j'arrive pas à me rappeler de la moitié de ce qu'on a fait, je pense. Tellement on a passé par toutes les émotions, on a vécu beaucoup d'aventures. C'était trop bien. L'aventure, oh l'aventure. Surtout que la vie est une autoroute. Hein. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que la vie est une autoroute. Merci. Ouais, et surtout, abonnez-vous. On se revoit vite pour faire d'autres aventures, quoi. Laissez un commentaire. les 3 cafés roulants. Welcome to America. Welcome to America. Mettez un commentaire où est-ce que vous voulez qu'on parte la prochaine fois. Voilà. Salut les followers. À bientôt.